professeur Luc Montagnier. Il a eu 88 ans cette année. Rien que pour ça, vu sa vivacité d'esprit, encore très présente, il aurait mérité plus de respect. Ce n'est pas le cas malheureusement, venant de quelques journaleux et de certains de ses confrères. Il est d'origine berrichonne, ce qui pourrait expliquer son intérêt pour certaines hypothèses scientifiques jugées un peu irrationnelles. Le Berry est une terre de tradition, de croyances celtiques très anciennes. Souvenez-vous de la mare au diable ou des maîtres sonneurs de George Sand. N'oublions pas cependant que des théories jugées fantasques en d'autres temps sont incontestées aujourd'hui. Pensons aux travaux pratiques du moine Mendel sur l'hérédité, sans jamais avoir vu le moindre chromosome. Notons également que la première vaccination ne fut pas celle de Pasteur contre la rage en 1885, mais du Britannique Edward Jenner contre la variole en 1796. C'est là du domaine vétérinaire que je connais bien. Le médecin s'était rendu compte que les fermières tirant le lait des vaches n'attrapaient pas la variole. Les bêtes avaient des pustules aux mamelles qui y ressemblaient, mais pour elles c'était une maladie bénigne due au cowpox, qu'on appelait vaccine, du latin vacca, la vache. Il inocula donc des extraits de ces pustules bovines à un jeune garçon qui guérit de la variole et ne l'attrapa plus. La première vaccination était donc née de façon empirique par l'observation. Mais Jenner n'avait pas pris de risque inconsidéré, puisque la vaccine n'était pas du tout dangereuse pour l'homme. Est-ce le cas des tout nouveaux vaccins qu'on va mondialiser? Alors, le professeur Montagnier, c'est d'abord un grand virologue qui a reçu en 2008 le prix Nobel de médecine avec ses deux collaborateurs pour la mise en évidence du virus du sida en 1983. On ne peut que s'étonner que le découvreur du VIH n'ait été récompensé que 25 ans plus tard. Il disait tout récemment à un journaliste qui s'inquiétait de la polémique qu'avait causé dans la presse ses propos concernant la Covid-19, qui pouvaient bien provenir du laboratoire T4 de Wuhan. Les batailles, j'en ai l'habitude. Pour le VIH, ça a été aussi une bataille scientifique et non scientifique. Alors le journaliste insiste sur la campagne de dénégation dont il fait l'objet aujourd'hui, selon lui d'une violence inouïe, et lui demande s'il a été véritablement affecté par cette situation. Non, répond-il, le sourire aux lèvres. Je n'ai pas été vraiment affecté, mais j'ai parfois été énervé d'entendre des bêtises. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit comme bêtises dans cette affaire? Bêtises ou bien mauvais calcul, arrière-pensée, appelez ça comme vous voulez. Mais la bêtise est souvent ce que disait Einstein, très répandu dans l'univers et indéfini. Alors que l'univers est fini, la bêtise est infinie. Plus loin, il dénonce un dogme scientifique encore très actuel. Dans la philosophie biologique, dit-il, on pense toujours comme au XIXe siècle, c'est-à-dire une maladie, un agent infectieux, un virus ou une bactérie. On ne pense pas qu'il y a en face de nous une intelligence, entre guillemets, intelligence des germes, qui nous entoure. Et notamment, ils savent s'associer. Pour le sida, j'avais déjà émis l'hypothèse qu'il y ait un cofacteur infectieux, une petite bactérie intracellulaire
qui favorise les effets immunodépresseurs. La même chose peut-être est arrivée pour le corona, ce qui expliquerait la sensibilité à l'antibiotique azithromycine. À propos des nouveaux vaccins à base d'ARN messager, il déclare « J'essaierai de tempérer l'enthousiasme pour cette forme de vaccin. C'est un projet à long terme, où on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier. Il ne faut pas que l'homme serve de cobaye, que des enfants servent de cobayes. On ne sait pas ce qui va se passer dans les générations futures, 1, 2, 3, 4, 5 générations après la vaccination. Cela nous reporte dans un siècle, évidemment. Et il ajoute avec tranquillité, le vaccin est une solution, mais elle n'est pas la seule. On n'est pas démunis. Il faut d'abord savoir à qui on a affaire, l'origine de ce virus. La recherche sur le vaccin est une bonne chose pour la prévention, mais il faut que la recherche se développe également sur la thérapeutique. Le journaliste le relance à propos des responsabilités dans cette affaire de vaccination mondiale. Luc Montagnier répond « Derrière tout ça, il y a des gens très très puissants. On peut être très puissant financièrement et tout ignorer de la biologie, de la médecine et de l'évolution du monde. La solution, c'est qu'il y ait un échange entre les spécialistes et les non-spécialistes, que ces derniers écoutent les vrais scientifiques, ceux qui disent la vérité. Mais où est la vérité? La vérité scientifique se crée et on voit souvent au départ une réticence à partir des dogmes existants. C'est presque normal. Toute découverte scientifique amène une contestation et c'est bon. Mais une fois que des faits ont été établis, il ne faut pas en sortir, ce n'est pas la peine. Au printemps dernier, lorsqu'il avait fait la déclaration fracassante qu'il pensait que ce coronavirus, responsable de l'épidémie mondiale, était en partie artificiel, preuve bionumérique à l'appui, aux journalistes qui s'inquiétaient de savoir si c'était là la vérité, il rétorquait « Le mensonge passe par l'ascenseur, la vérité par l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. » Et il confirme 8 mois plus tard, dans ces laboratoires P4, on touche au génome des virus. On ne touche pas encore à notre génome à nous, mais on a tous les moyens de faire n'importe quoi. Il faut vraiment interdire ce genre de recherche. Les gouvernements ont signé des accords en ce sens, comme pour d'autres sources de mort telles que la guerre atomique. Mais est-ce qu'il est sûr qu'ils les respectent? C'est difficile à dire. Il y a un seul laboratoire P4 à Wuhan, créé avec l'aide de la France, qui a d'ailleurs le même à Lyon. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de la médiatisation du débat scientifique actuel, il a cette réponse pragmatique. Ce qu'on sait des infections pulmonaires, c'est qu'elles provoquent un stress oxydant très important. Les personnels de réanimation, là c'est moi qui le dis, ont bien constaté les effets fulgurants de la réaction inflammatoire pulmonaire des malades en phase tardive. Et le professeur Montagnier poursuit. Donc, l'utilisation des médicaments antioxydants se justifie pour traiter très tôt les symptômes les plus ennuyeux, tout détresse respiratoire. Comme il est logique de lutter contre les surinfections bactériennes, traitées par des antibiotiques actifs à large spectre, est tout à fait justifié. C'est l'azithromycine.
Cette combinaison appliquée par le professeur Raoul me paraît logique. Pour conclure, je ne me prononcerai pas sur les polémiques entre le professeur Montagnier et ses confrères de l'Académie de médecine concernant ces hypothèses empiriques sur la mémoire de l'eau, les vibrations de l'ADN, la papaye fermentée, la létalité infantile de certains vaccins, etc. Qu'ils en débattent entre eux avec suffisamment de calme de part et d'autre pour ne pas étaler leurs désaccords dans les médias face à des journalistes qui n'attendent que ça pour faire de l'audimat. Terminons par cet axiome de Rabelais, cité conjointement par le professeur et un journaliste de François, tout dernièrement: « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », à méditer par toutes nos élites scientifiques et non scientifiques bien entendu.